parti islamique. Dictature laïque, d'abord, c'était pas tellement laïque, la Tunisie. C'est quand même son article 1, la Constitution, c'est l'islam et sa religion. La religion de la Tunisie, c'est l'islam. Donc c'est bien dit dans la Constitution, qui va être refaite là. Et il y a un consensus aujourd'hui. Donc tous les partis sont d'accord pour garder cet article. Il n'y a pas eu de contestation réelle de cet article. Maintenant, la laïcité s'est développée en Tunisie à la faveur de lois, d'un corpus, de code du statut personnel surtout. Et c'est vraiment aujourd'hui la ligne rouge. Si on peut aujourd'hui tirer une ligne rouge et voir là où les islamistes ne pourront pas avancer, c'est le code du statut personnel. Et le code du statut personnel est une réelle avancée, même par rapport au texte coranique. Ma question, pardonnez-moi, était plus politique que ça. Dans un pays où les islamistes ont par ailleurs été tellement brimés par le régime Ben Ali, était-il finalement logique, ou en tout cas probable, de les voir réapparaître? Mais tout à fait, c'est l'héritage de Ben Ali. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que ça, c'est le résultat de dictature, non pas seulement de Ben Ali, mais il faut remonter jusqu'à Bourguiba. C'est la première fois que les Tunisiens voient la réalité de leur pays à la faveur de ces élections. Il n'y a pas cette uniformité qui était confortable pour tout le monde, aussi bien au plan national qu'international, c'est-à-dire que bon, on protégeait la Tunisie, c'était magnifique, c'était un peuple uni, où tout était bien. On découvre des catégories sociales, on découvre la pauvreté, on découvre des régions réellement complètement oubliées, et on l'a vu à la faveur des élections. Donc aujourd'hui, on a une réalité. Tant mieux si on la voit. On n'est plus derrière le rideau, on est dans une véritable réalité. Maintenant, la réalité, c'est vrai qu'en Tunisie, les Tunisiens, c'est un peuple musulman. On est dans un pays musulman. C'est clair, à 90%. Maintenant, il y a des minorités. Moi, j'aurais souhaité que la proposition, par exemple, il y ait l'article 1, l'islam est la religion de la majorité des Tunisiens, et non pas l'islam est la religion de la Tunisie. Alors j'y reviens, je rappelle que c'est l'article existant de la Constitution. Je voudrais savoir si Gérard Longuet et Hubert Védrine ont été surpris, je pose la question simplement, par ces résultats électoraux. Gérard Longuet. Pas vraiment. Nous mesurions qu'il y avait un potentiel électoral pour le parti le plus proche de l'islamisme, Ennahda. Il n'est pas majoritaire, il a 40%, c'est considérable. Ce n'est pas non plus la majorité. Non, il est majoritaire sans majorité absolue. 6 Tunisiens sur 10 il est principal, mais 6 sur 10 n'ont pas voté. 36% des voix et 40% des sièges. Vous savez, si Louis XVI avait passé son pouvoir au suffrage universel, il aurait eu plus que 40% des voix. Hubert Védrine, il l'a pas fait. Surprise ou pas de ces résultats? Moi, je ne suis pas tellement surpris. J'ai eu l'occasion de le dire dans des émissions comme ça avant. Je m'attends d'ailleurs à ce que les islamistes ou différents noms soient en tête dans à peu près toutes les élections dans les pays arabes, dont on redécouvre avec stupéfaction qu'ils sont musulmans, en effet. Mais il y a 36 façons d'être. Il y a 36 façons d'être musulmans, cela dit. Bon. Je m'attends, au Maroc, ce ne serait pas étonnant qu'ils fassent quasiment jeu égal avec l'Istiklal, le PJD, ou qu'ils soient devant. En Égypte, ça serait bien stupéfiant que les frères musulmans ne soient pas très hauts. Et en Algérie? Donc, en Algérie... non, mais je veux bien retraduire. Non, mais il serait certainement très haut aussi. Donc, c'est un fait, je veux dire, on ne va pas être épouvanté et sidéré à chaque fois. Il ne faut pas tout mélanger. De toute façon, on n'est pas en 79, c'est pas l'Iran, les islamistes ne sont pas ce qu'ils ont été. Il y a des tas de tendances en leur sein. Ça va dépendre de l'interaction avec d'autres phénomènes qui se produisent ailleurs. Il y a des forces nouvelles et modernes qui se sont développées. Enfin, il y a mille choses, on ne peut pas plaquer des schémas, et notamment pas des schémas d'inquiétude. Mais qu'ils soient en tête me paraît franchement une surprise. Alors, je vais vous donner la parole. Nadia El Fani, le parti dont nous parlons tous et qui suscite tant d'interrogations, Ennahda se présente comme un parti islamiste modéré. Qu'en pensez-vous de cette expression, parti islamiste modéré? Moi, je réfute totalement le terme modéré au niveau de l'islamisme. Et
Je ne vois pas en quoi un islamiste est modéré, si ce n'est que c'est un islamiste qui ne pose pas de bombe, quoi, en fait. C'est ça. Quand on dit c'est un islamiste modéré, c'est par opposition aux islamistes terroristes, ou etc. Mais un islamiste qui a l'intention d'appliquer la loi divine à tout un peuple et de gouverner selon la loi de la religion, pour moi, c'est un islamiste, qu'il soit modéré ou pas. Et c'est en tout cas des partis qui pour moi sont antidémocrates et ils l'ont prouvé déjà dans la campagne en faisant par exemple interdire mon film en Tunisie. C'est quand même un signe de non-ouverture à une pensée contradictoire. Et ça, c'est grave pour la Tunisie. Vous confirmez que vous avez été menacé de mort et que lors de la deuxième projection de votre film à Tunis, la salle a été saccagée par les salafistes? Bien sûr. Bien sûr, mais on a des preuves, on a des vidéos, il y a des plaintes. Mais celle qui est aujourd'hui poursuivie en justice en Tunisie, c'est moi, au nom de l'atteinte au sacré. Et ça, c'était avant que les islamistes ne fassent 36% des voix, comme je dis, et 40% des sièges. Est-ce que vous faites une différence entre le parti Ennahda qui arrive démocratiquement en responsabilité et ce qui s'est passé autour de vous, les menaces dont vous faites l'objet et l'intervention, dit-on, des salafistes dans cette salle de cinéma? Ben moi, je ferai la différence le jour où Ranouchi en personne, puisque maintenant on l'appelle le Shir en Tunisie et que c'est devenu presque bientôt, on va l'appeler comme je ne sais comment, l'ayatollah ou quelque chose comme ça. Donc le jour où monsieur Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Shir? Shir, c'est... Moi, je prononce chèque, pardonnez-moi, mais voilà. Le chef... Le chef du parti. Le sage, oui, voilà. C'est quelqu'un qui est au-dessus des autres, quoi. Donc le jour où M. Ranouchi fera une déclaration pour rappeler que la liberté d'expression est indivisible, non négociable, non fractionnable, et qu'on n'a pas besoin de rajouter derrière, oui, il y a la liberté d'expression, mais cette cinéaste est allée trop loin, à ce moment-là, je voudrais bien croire qu'il est devenu démocrate. Alors, bonsoir Abou Yarem Marzouki. Vous êtes l'un des 90 élus donc, du parti islamiste Ennahda à l'Assemblée constituante tunisienne, parti dont vous n'êtes pas membre mais que vous représentez. Vous êtes d'ailleurs mandaté par Ennahda ce soir pour intervenir dans Mots Croisés. Une nouvelle fois, merci de votre présence en direct de Tunis. Que répondez-vous aux inquiétudes que suscite Ennahda, qui viennent par exemple d'être soulevées par Nadia El Fani? Bonsoir, messieurs, dames. D'abord, je suis agréablement surpris de voir que l'on découvre que ces pays sont des pays musulmans et que c'est normal qu'à un moment donné, les gens essaient de se définir tels qu'ils sont et de voir que leur révolution n'est pas seulement un phénomène politique, mais une renaissance spirituelle. Et donc, pour bien comprendre ce qui se passe en Tunisie, et je ne parlerai que de la Tunisie, il faudrait contextualiser l'opposition de ces deux absolus, l'absolu de la liberté d'expression et l'absolu de la non-représentation imagée du divin chez les musulmans. Nous avons donc une confrontation entre deux absolus, et si nous ne trouvons pas un terrain commun, il y aura nécessairement deux attitudes sectaires des deux côtés, et il faudrait nécessairement que les Tunisiens, dans cette révolution qui a réussi admirablement 3 moments de son cheminement, d'abord le 14 janvier, ensuite la période transitoire, enfin les élections, arrive à trouver une formule qu'elle doit inventer pour que ces deux absolus puissent coexister et vivre en commun. Et je pense que ces inquiétudes, surtout en Tunisie, n'ont aucune raison d'être. Je ne parlerai pas de l'incident de l'Africa, parce que ça relève de la justice maintenant, mais je parlerai de la signification du phénomène. Il faudrait savoir... Non, excusez-moi, je vous interromps. Abou Yarem Marzouki, juste une question. Puisqu'on vient de l'évoquer avec Nadia El Fani, et c'est intéressant de vous entendre avoir une position la plus claire possible là-dessus. Est-ce que vous condamnez les violences qui ont marqué la projection du film de Nadia El Fani? Laissez-moi terminer et je vais vous dire ma position. D'abord, la Tunisie vivait deux phénomènes de fébrilité. L'un, celui de la révolution, et l'autre, celui de la préparation des élections. C'est une campagne électorale, pré-campagne électorale, et donc les gens cherchaient à se positionner. C'était un jeu
plus ou moins politique. Parce que dans ce film, il s'agissait de comparer la Nahda plus ou moins insidieusement à ce qui s'est passé en Iran, tout en oubliant que l'islam sunnite est totalement différent de l'islam chiite. Indépendamment de tout cela, la Nahda avait condamné d'une façon claire et nette l'usage de la violence, mais elle a en même temps parlé d'une violence symbolique à un peuple en révolution et en préparation pacifique d'une période électorale très difficile, sachant que la Tunisie était à côté d'un autre pays qui vivait une guerre civile. Il fallait tout faire pour éviter que le peuple tunisien ne devienne dans la même effervescence révolutionnaire qui pourrait conduire à une guerre civile. Alors, et de toute façon, oui, et de toute façon, la justice est en train d'étudier ce problème et elle a découvert que c'était quelques extrémistes et non pas la Nahda qui avait réagi à ce film. La question centrale, vous le savez, pour beaucoup de ceux qui nous écoutent et pour nous Français, c'est quand même essentiellement la condition des femmes. Pouvez-vous nous garantir que les Tunisiennes ne perdront pas un seul de leurs droits acquis depuis l'indépendance, dans des domaines aussi variés que le divorce, la répudiation, la polygamie ou le port du voile? Et l'adoption. Non seulement je vais vous le promettre, mais je veux vous le démontrer. Le seul parti qui ait donné l'accès à l'Assemblée constituante d'une façon presque égale entre hommes et femmes, c'est le nôtre. Il y a 42 femmes qui représentent la Nahda sur 90, autrement dit, à peu près la moitié. Et ces femmes sont des institutrices, des professeurs, des médecins, des avocats et même des professeurs d'université. Et toutes ces femmes ne sont pas prêtes à renoncer à leurs droits. Il y a des femmes, mais est-ce qu'elles sont prêtes à garantir le droit des autres femmes tunisiennes, telles que nous venons de les évoquer? Bien sûr. Puisque vous avez parlé du cheikh, qui signifie le savant, le grand savant en sciences religieuses, en arabe, cheikh, ça signifie cela. Ce cheikh avait toujours affirmé que le code de statut personnel est considéré comme quelque chose que le mouvement Nahda adopte, défend et visera à améliorer dans le sens qui servirait les droits de la femme. Donc je vous repose la question là aussi très directement. Les Tunisiennes qui souhaiteraient s'habiller en mini-jupe, celles qui ne portent pas le voile, ou les laïcs qui ne respectent pas le ramadan, n'ont rien à craindre des Nahda. Absolument, puisque le cheikh, encore une fois, avait affirmé que cela ne relève pas des affaires de l'État. C'est une question qui relève des mœurs d'un peuple et ils n'ont rien à voir avec les responsabilités de l'État. Notre peuple maintenant a deux types de mœurs qui coexistent, qui vivent ensemble, et peut-être la nationalité de notre ami qui vient de parler, la double nationalité, le symbolise bien. Mais nous devons savoir que le seuil de tolérance des peuples diffère. Même en France, la campagne a un seuil de tolérance d'un certain nombre de comportements moindre que celui de Paris. Et de même, le seuil de tolérance relativement aux mœurs et à la moralité d'un peuple change. En Tunisie, nous ne pouvons pas demander aux Tunisiens de vivre à la parisienne. C'est très difficile, mais rien ne les empêche de vivre leur vie s'ils vivent en Tunisie. Et donc, je crois que si nous reconnaissons... Non mais vous ne pouvez pas leur dire, si vous souhaitez vivre comme les femmes en France, il faut que vous vous cachiez en Tunisie. Mais pas du tout. D'accord. C'est ce qu'elles vivent comme les femmes en France et personne ne les dérange. D'accord. Personne ne les dérange. Mais elles n'ont pas le droit de dire nous imposons notre mode de vie ou notre mode de vestimentaire aux autres femmes. Allez-y. Écoutez, là c'est la liberté individuelle qui est remise en cause clairement. Et c'est quand même dangereux. Je reviens à M. Ranouchi qui a fait une déclaration avant-hier encore en parlant de l'adoption. L'adoption est aujourd'hui dans le texte du Code du statut personnel. Elle est autorisée, l'adoption, c'est-à-dire donner son nom à un enfant adopté. M. Ranouchi, hier, avant-hier, a déclaré que sur l'adoption, lui, il reviendrait... Je rappelle qu'il est le leader du parti Ennahda, hein, puisque tous ceux qui nous regardent nous savent. Pardon, donc... le monsieur Ranouchi, qui est le président du parti Ennahda,
lui, a déclaré qu'il reviendrait sur l'adoption pour le donner sur la kafala. La kafala, vous savez que c'est une manière de garantir, c'est une garantie. On donne aujourd'hui aux ouvriers émigrés dans le Qatar ou dans les pays du Golfe une garantie sur quand ils rentrent et qu'ils donnent leur passeport, ils ont un garant. Aujourd'hui, les parents qui adoptent un enfant, et ça existe en Tunisie depuis aujourd'hui 50 ans, depuis la création du Code du statut personnel, l'adoption est un fait. Il y a des parents qui ont adopté des enfants, qui donnent leur nom aux enfants, et aujourd'hui, revenir sur cette décision est extrêmement grave. Et il l'a dit publiquement, je l'ai entendu avant-hier. Je peux vous demander une Donc, réaction sur la polygamie, on l'a poussé, et il a dit maintenant la monogamie est rentrée dans les mœurs, on n'a plus besoin à la limite d'avoir une loi qui l'interdise. Mais je ne reviendrai pas sur la polygamie. Voilà où M. Ranouchi a été très clair, le président donc, du parti Ennahda. Donc moi ce que je voudrais, c'est que sur l'adoption, qui est quelque chose d'extrêmement important, parce que ces 50 ans de pratique de l'adoption vont être remis en question. Et il n'était pas nécessaire, comme pour tout à l'heure à propos du président du CNT, de dire on va revenir à la charia. C'est pas ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui et c'est dangereux, c'est quelque chose. En tant que présidente d'une organisation de défense des droits humains, ça, je le dénonce et je ne peux l'entendre. Abou Yareb Marzouki, une réaction rapide, s'il vous plaît. Oui, rapide. Il s'agit d'un problème de casuistique. Parce qu'il s'agit tout simplement de donner un autre qualificatif juridique. Il ne s'agit pas de la kafala au sens du Golfe. Il s'agit tout simplement d'accepter l'adoption sans lui donner d'effet juridique d'héritage des biens du père, et pour éviter que l'enfant adopté ne perde ce droit, on le nomme kafala. C'est tout simplement un problème de casuistique. Il s'agit de rebaptiser ce droit pour ne pas contrecarrer le droit coranique. Mais le droit au sens positif du terme reste le même. Autrement dit, l'enfant sera adopté dans la famille, il aura la possibilité d'hériter, non pas en tant qu'adoptif, mais en tant que kefil. Il n'aura pas de nom. Makfoul. Il ne porte pas de nom. C'est ça la casuistique. N'est-ce pas? C'est un problème de casuistique. Alors, qui ne change rien au statut des enfants adoptés. On va échapper au problème de casuistique. Oui. Vous voulez réagir et ensuite je souhaite interroger nos autres invités. Deux points sur ce qui se passe en Tunisie. Il y a d'abord la question de savoir est-ce que un moment ou un autre Ennahda va imposer ou non. Et là je rejoins ce qu'a dit M. Vidrine, à savoir que la dynamique islamiste aujourd'hui, après des décennies de dictature et de répression féroce, d'interdiction de quasiment tout, les Tunisiens vivaient dans une prison à ciel ouvert. Il faut le savoir, cela, bien. À partir de là, les islamistes partout, et pas uniquement en Tunisie, ils vont être libéraux, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils vont laisser faire. Et le simple fait de laisser faire, c'est-à-dire de ne pas interdire ce qui était interdit, va de fait amener les masses, parce qu'il y a 36% tout de même, va de fait amener le masse petit à petit à imposer un mode de vie différent de ce que nous connaissions auparavant. Et c'est là le seul danger que je vois aujourd'hui en Tunisie. La moralisation. La moralisation. C'est la moralisation. Parce que vous nous dites que la vie va changer. La vie va changer. Juste un instant. La vie va changer pourquoi? Parce qu'on est dans une démocratie. C'est très important. Les leaders aujourd'hui que nous voyons, y compris le monsieur qui parle là, sont tous éclairés. La plupart d'entre eux ont passé 2 décennies dans les plus grandes démocraties du monde, soit en France, soit en Grande-Bretagne. Donc ils savent ce que c'est une démocratie. Ils tiennent le discours des démocrates globalement, des musulmans démocrates, si on peut le dire comme ça. Ils ont donné toutes les garanties possibles et imaginables. Ils viennent de donner des garanties sur l'adoption. Ce n'est pas ma crainte. Ma crainte, elle n'est pas là. Ma crainte, elle est dans la base. Parce que la base, celle qui a parlé dans les mosquées, celle qui a fait des campagnes dans les mosquées aujourd'hui, ne tient pas à ce discours-là. Et ne s'attend pas à ce discours-là. Et elle voudra à un moment ou à un autre, en tant que musulman, elle voudra à un moment ou à un autre qu'on lui dise pourquoi, je pose une question précise, ce qu'elle l'a posée, pourquoi dans le Coran la polygamie est autorisée explicitement, pourquoi le gouvernement ne me laisse pas épouser une autre. Et à ce moment-là, tous les leaders que nous voyons aujourd'hui, qui sont tout à fait éclairés,
tout à fait nous rassure tous. Quoi, qu'ils nous disent que nous avons envie d'entendre? Non, c'est pas qu'ils nous disent vraiment ce qu'ils pensent, mais la dynamique populiste, la dynamique populiste et la séparation entre des élites et la masse populaire va poser problème à un moment donné, c'est-à-dire que ces 36% vont petit à petit grossir du fait des ouvertures qui vont y avoir. Hubert Védrine, l'iranienne et prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, a mis en garde les Tunisiennes contre les islamistes et fait un parallèle avec ce qui s'est passé en Iran. On peut oublier l'Iran, vous nous avez dit tout à l'heure, cessons les comparaisons, mais est-ce que vous comprenez sa mise en garde? Non, je suis surtout embarrassé par la nature du débat ici. Parce que je suis très intéressé par le débat entre Tunisiens auquel nous assistons. Et naturellement, en tant que Français, je suis proche de vos thèses, madame. Bien sûr, ça me paraît naturel et je comprends votre colère par rapport au film, naturellement. Mais au nom de quoi on les interroge comme vous le faites? On représente quoi? Au nom de quoi? C'est pas un protectorat français, la Tunisie. Dans des affaires qui concernent des choses aussi sensibles que le divorce ou l'adoption, etc., les débats qui ont lieu dans un pays européen ne sont même pas contrôlés par une sorte de superstructure européenne après 50 ans d'intégration européenne. Et si un pays voisin en Europe se mêlait de ça, on lui dirait occupez-vous de vos affaires. Donc il se passera en Tunisie. Je crois qu'il y a un respect des droits de l'homme, oui, non, mais, des droits humains, bien sûr, des droits humains en général. C'est en son nom qu'on parle ici autour de cette table, je non, pense. mais c'est très intéressant intellectuellement, c'est intéressant politiquement, mais ce qui va se passer en Tunisie dans les mois et les années qui viennent, on ne sait pas très bien. On ne sait pas s'ils sont sincères ou tactiques. On ne sait pas si les élites pensent des choses vont être débordées par la base, etc. On peut craindre que, etc. Bon. On fait semblant de passer on ne donne pas de leçons quand on pose des questions. On s'interroge. Si, elles sont toutes orientées. Je veux dire, ça va dépendre de ce qui va se passer entre les Tunisiens et les Tunisiennes dans une sorte de rapport de force globale. La Tunisie n'est pas perdue au milieu de l'Asie centrale. La Tunisie est dans le Maghreb, très proche de la France. Moi, je suis plutôt confiant dans le fait que les scénarios les pires, les plus redoutables seront contrés par toutes sortes d'autres forces, mais évidemment, ça passera par des batailles au sens politique. La Tunisie, c'est particulier. La Tunisie, quand même, mais je vous dis, laissons-les se débrouiller entre eux. Ça ne nous regarde pas. La Tunisie n'est pas un pays avec lequel on a des liens. Et la situation des femmes tunisiennes ne vous préoccupe pas, j'y crois pas une seconde. Je ne vais pas jusque-là, mais je pense que globalement, nous gardons un ton qui est vraiment un ton de protectorat, qui est insupportable de paternalisme, qui n'a aucun effet, en plus. Bon, elle se fait la peine d'avoir applaudi à la démocratisation dans ces pays pour être épouvanté par les résultats. Bon, donc vous avouez que les deux sont liés. Si on a été ému par le printemps arabe, on doit s'étonner sur l'automne puis l'hiver qu'il devient. Il vaut mieux organiser une excellente émission comme celle que vous faites, entre Tunisiens qui représentent l'ensemble des tendances en Tunisie, d'autant que c'est très regardé, c'est écouté, ça peut avoir de l'impact, et les arguments modernes peuvent avoir de l'impact par rapport à ça. Mais on n'a pas, c'est peut-être un peu brutal, mais c'est pas à nous de trancher. On n'a pas à faire les non, mais l'interrogation, M. Védrine, l'interrogation par rapport à ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Oui, mais profiter de l'espace de débat, c'est bien. De dire aussi comment faire face à cette nouveauté. Oui. Aujourd'hui, et nous aurons à nous adapter à ces situations. Il faut qu'on essaie de les accompagner intelligemment, mais il ne faut pas qu'on soit comme des éléphants dans la porcelaine par rapport à ça. La plupart des arguments bien intentionnés qu'on va mettre en avant vont se retourner contre ceux que nous voudrions aider. L'éléphant Camille donne la parole au ministre Gérard Longuet qui voulait intervenir. Très brièvement, les valeurs que vous avez défendues sont les miennes. La question est de savoir... C'est les valeurs de l'humanité, c'est les valeurs des droits de l'homme. Ce sont en tous les cas les miennes et ce sont celles de la République française depuis peu d'ailleurs, permettez-moi de le dire, depuis peu. Il nous a fallu 2 siècles entre la révocation de l'édit de Nantes et la suppression du concordat avec la loi de 1905. Donc vous savez, je suis un peu de l'avis d'Hubert Védrine. Nous avons fait le chemin, on a mis du temps. Sommes-nous exemplaires? Aujourd'hui peut-être, de notre point de vue commun, on a quand même mis du temps. Donc la modestie et la compréhension doivent nous animer. La question que je me pose, c'est en effet la question du débat interne. Jusqu'où le débat interne doit-il être arbitré de l'extérieur? À l'intérieur même de l'Union européenne, nous avons des pays qui ont des comportements très différents du nôtre. Je rappelle simplement, en effet, on me le glissait à l'oreille, la Bulgarie et la Pologne ne reconnaissent pas aux femmes le droit de l'avortement. Avons-nous demandé aux Bulgares et intimons-nous l'ordre aux Polonais de nous aligner sur la législation française? Nous ne l'avons pas fait. Donc je pense qu'il faut vraiment être très attentif à ce qu'il y ait la plus grande liberté, qu'il n'y ait pas ces effets de société, qu'il n'y ait pas de violence, que nous défendions les gens dont nous partageons les idées.
Mais nous ne dirigeons pas la Tunisie. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que la violence vient quand même toujours du même camp, et que ceux qui sont sommés de s'expliquer et soi-disant qui tentent d'imposer des idées que nous appelons universelles depuis longtemps universelles, sont eux qui sont obligés de se justifier. C'est quand même extraordinaire. On a affaire à des gens qui ont justifié la violence, parce que quand on condamne la violence, mais qu'on rajoute « mais » derrière, et qu'en plus on parle de mon film, comme si soi-disant c'était un film qui comparait Nahda et Hamas, ou je ne sais pas ce que Monsieur Marzouki a dit, mais en tout cas il a dit quelque chose de faux qui prouve qu'il n'a pas vu ce film. Mon film a été attaqué en Tunisie. On a empêché la diffusion du film. Ce qui est formidable, c'est que votre télévision est regardée en Tunisie, et en vous donnant la parole, on vous permet de vous exprimer aussi en Tunisie. Mais en Tunisie, j'ai parlé. C'est bien parce que j'ai parlé sur une télévision que j'ai été attaqué et menacé. Nous devons aussi donner la parole à M. Marzouki. Mais je vous laisse terminer. Oui. Vous dites la violence, on doit se justifier. C'est à nous, les démocrates, de nous justifier, de contrecarrer un projet antidémocratique. C'est quand même extraordinaire. Je vous ai quand même entendu dire entre eux et moi, c'est la guerre. Est-ce que vous maintenez dans mon film, je dis entre eux et moi, c'est la guerre, parce que eux tentent de m'imposer de vivre sous une loi divine que je refuse de reconnaître. Et partant de là, c'est eux qui me déclarent la guerre, et je me défends. Je me défends avec mes films, je me défends en allant sur les plateaux de télévision ou de radio pour dire ce que j'ai à dire, et je me défends en Tunisie. Aujourd'hui, moi, je suis convoqué par un procureur, je ne sais même pas si je peux retourner en Tunisie et je peux en ressortir comme je veux. Je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui. Il y a 3 chefs d'inculpation contre moi par des avocats qui sont les alliés d'Ennahda et qui ont attaqué pour atteinte au sacré, pour atteinte aux bonnes mœurs et atteinte à un précepte religieux. Alors si on me donne des garanties de liberté, je ne vois pas sur quoi elles portent si elles ne portent pas sur la liberté de conscience. Jean-Christophe Ruffin. Moi je pense qu'on a une vraie responsabilité d'être les soutiens des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et c'est pas du tout une ingérence, c'est pas du tout scandaleux. C'est d'ailleurs une contradiction dans votre propos, pardon, mais ça ne vous choque pas du tout qu'on ait envoyé les bombardements, encore une fois, au nom de nos valeurs. Et puis alors, dès que c'est fini, dès que la statue du commandeur est déboulonnée, là, on dit maintenant ils se débrouillent. Bon, ils se débrouillent et surtout, il ne faut pas les influencer. Alors qu'on a bombardé pendant 7 mois et demi. Je veux dire, or, on sait très bien que toutes ces révolutions se jouent justement après la chute du dictateur. C'est là que c'est essentiel. Vous avez en Tunisie, on a 2 représentants ici, mais il y en a beaucoup en Tunisie, des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent, mais très profondément, et qui sont menacés. Et pas seulement en Tunisie, je dirais. Parce que le problème se pose, par exemple, bon, dans des pays qu'on n'évoque pas ce soir, mais dans l'ensemble, par exemple, de l'Afrique noire. Aujourd'hui, au Mali, vous avez, sur la question du code de la famille, vous avez des féministes qui sont en grand danger. Oui. On ne va pas leur dire, écoutez, débrouillez-vous parce que ce n'est pas nos affaires, etc. Et puis à côté de ça, on va aller bombarder un dictateur. Il faut être cohérent. Si vraiment on veut défendre les droits de l'homme partout, et vraiment je suis bien placé pour dire qu'il faut le faire surtout maintenant, dans ces conditions-là. Or, par exemple, je reviens un instant sur la Libye, on s'est retiré maintenant tout moyen d'agir, puisque l'OTAN, c'est formidable, s'est arrêté et parti en disant, écoutez, voilà, maintenant, vous vous débrouillez, le dictateur est tombé, débrouillez-vous. Mais Alain Juppé a dit, nous resterons très vigilants. On restera très vigilants, et on n'était pas vigilants avant. Je veux dire, c'était avant qu'il fallait voir à qui on apportait le pouvoir sur un plateau. Ces islamistes armés libyens, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de Tunisie, on les a portés au pouvoir. Alors, je veux dire, il faut être cohérent. Vous avez défendu cette intervention, mais en revanche, quand il s'agit de défendre tout simplement les droits de l'homme, alors là, tout d'un coup, ça des valeurs universelles. Ce sont des valeurs universelles. Il faut être avec... Mathieu Guider. Je crois que tout le monde s'entend sur le fait que ce sont des valeurs universelles que nous partageons tous. Il faut que ça soit très clair. Nous divergeons sur les moyens de les soutenir, sur les méthodes de les soutenir. Et tous ceux qui ont un peu d'histoire dans la tête savent aujourd'hui que soutenir la laïcité qui n'a pas de traduction en arabe dans ces pays, elle n'a pas d'équivalent. Il faut aussi savoir que des concepts, on ne peut pas les importer si les gens ne savent pas se les approprier. Les Arabes disent laïki, c'est-à-dire c'est un calque du français, ou alors il est traduit par athée, ou alors il est traduit par quelqu'un qui est scientiste. Donc il y a des concepts qu'on ne peut pas faire. L'expérience a montré que ces islamistes ne sont pas le résultat du printemps arabe. Il faut vraiment que ce soit clair. Ils existaient avant. Je donne un exemple précis. Ils ont eu, aux élections de 89 en Tunisie, ils ont eu
19%, aujourd'hui ils sont à 41, 36 si on compte les choses. Donc il y a toute une lame de fond, il faut quand même le comprendre, une lame de fond qui a commencé